Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Au sommaire de cette émission, d'abord l'invité de Smart Impact, c'est Hugues Pelletier, le fondateur de Petrel, société spécialisée dans la gestion circulaire des emballages. Notre débat du jour s'intéresse à la qualité de l'air intérieur, comment combattre cette pollution. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Goodvest, une application d'épargne responsable pour financer les entreprises et des projets durables. Voilà pour les titres, c'est parti, Smart Impact. Bonjour Hugues Pelletier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Petrel. Vous venez d'ailleurs de fêter les 2 ans de la création de votre entreprise. D'abord, pourquoi ce nom? C'est une référence à l'oiseau de mer, peut-être? Exactement. Petrel, c'est un oiseau marin qui est dans les mers du Sud et qui est, par exemple, à La Réunion, Kerguelen, et qui fait des grandes boucles et qui revient à son point de départ pour pondre son œuf et qui est assez impacté par la pollution, alors un peu marine, mais aussi lumineuse. Donc, je trouvais ça assez intéressant dans des problématiques d'économie circulaire. Et puis, j'ai fait beaucoup de voiles quand j'étais jeune aux États-Unis et le bateau sur lequel je faisais de la voile s'appelait Petrel. Vous voyez. Et puis, Petrel.fr étant disponible, je suis parti. C'était une belle référence. Alors, c'est quoi votre cœur de métier? Dites-nous, expliquez-nous. Alors, le cœur de l'activité de Petrel, c'est d'accompagner des industriels, des distributeurs vers le zéro déchet. Mais nous, notre approche, c'est de le faire à travers le réemploi des emballages et le retour de la consigne. C'est vraiment le point de départ de Petrel, en se disant que dans le zéro déchet, finalement, on peut travailler sur l'éco-conception, diminuer les emballages en amont. Il y a beaucoup de travail sur la partie recyclage, complètement en aval. Et ça fonctionne depuis très longtemps. Mais entre les deux, finalement, cette boucle de réemploi, de réutilisation a complètement disparu. La consigne a disparu en France dans les années 80. À l'époque, on ramenait des bouteilles et ça continue à perdurer en Allemagne, en Belgique ou peut-être aussi en Alsace avec de la bière, mais ça a disparu en France. Et donc, il y a un vrai potentiel à refaire venir tout ce qui est réemploi des emballages et consignes. Comment ça marche? J'ai regardé sur votre site, il y a une vidéo où vous montrez un peu le fonctionnement de Petrel. Vous utilisez notamment vous proposez des outils numériques à vos clients, lesquels? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on accompagne les clients dans leur réflexion. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on puisse faire une transformation dans la durée. Et pour ça, en fait, quand on fait des boucles de réemploi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à un cycle linéaire? Il y a 2 aspects. Il y a d'une part le fait qu'il faut gérer une boucle de retour. Ça s'appelle la logistique de retour pour pouvoir ramener les emballages. D'accord? Et ça, c'est très peu utilisé. Et pour pouvoir suivre ce retour, il faut des outils numériques, donc une plateforme digitale qu'on a montée, développée pour faire ce type d'usage. Et par ailleurs, il faut valoriser les emballages. Si vous ne valorisez pas les emballages, ils ne reviendront pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, ouais. Voilà, les comportements humains. Donc il faut le valoriser d'une manière ou d'une autre. Et le fait de le valoriser, eh bien, il faut pouvoir compenser à la fin. Une fois que l'emballage est rendu, il faut pouvoir le compenser et donc pouvoir le suivre. Et là aussi, on a besoin d'une plateforme digitale qu'on propose à nos clients. Alors, qui sont vos clients justement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'accompagnement? Oui. Donc, par exemple, on travaille pour le groupe Carrefour sur deux approches bien distinctes. D'une part, donc c'était à l'origine de la création de Petrel, c'est pour intégrer le projet de consigne Loop, qui est sur un éventail très large d'emballages consignés. Et nous intégrons ce projet dans le e-commerce de Carrefour. C'est-à-dire que nous gérons et nous accompagnons Carrefour et on opère au quotidien tout ce qui est logistique de retour, remboursement des clients. Et puis, on a développé des sacs. Avec Loop, qui est une entreprise déjà, qui s'occupe mais c'est vous qui faites la mise en relation entre Loop, qui s'occupe de consigner les produits d'industrie agroalimentaire, principalement d'ailleurs, et vous faites la mise en relation, c'est ça, entre, par exemple, pour ce cas-là, Carrefour et Loop, c'est ça? En fait, Loop a le concept de la consigne, travaille avec l'ensemble des industriels pour qu'ils transforment leurs emballages pour les rendre consignés. Et l'activité de Petrel, on est au service du distributeur. Et on facilite le rôle du distributeur dans justement tout ce qui est logistique de retour, remboursement de la consigne par rapport aux clients de Carrefour, et puis aussi développer les emballages secondaires qui permettent le transport et cette logistique et les retours. Vous avez aussi des petits acteurs, parce que Carrefour, c'est vrai que c'est très très gros. D'ailleurs, vous vous occupez de Carrefour France ou Carrefour, parce que pour le moment c'est France, j'imagine, et pas Monde. Ouais. À date, c'est Carrefour France, en effet. Et juste pour avoir une autre illustration, en effet, les acteurs beaucoup plus petits, on travaille sur la filière
filière du vrac. C'est-à-dire, à date, entre des industriels qui produisent pour tout ce qui est alimentaire du vrac et des magasins qui font du vrac. Alors les magasins, bien sûr, les clients viennent pour faire du zéro déchet avec leur propre contenant, mais entre les deux, il y a des emballages qui circulent et qui partent à la poubelle. Donc c'est complètement contre leur ADN, et on a monté en consortium, en groupe de travail avec le réseau vrac, une société qui s'appelle WeBulk, pour justement faire en sorte que les emballages puissent être réutilisés et que donc soit circulaire. Donc on est en cours, on lance les pilotes là cet automne. Mais cette logique de consigne, on peut reprendre l'exemple de Carrefour, ça représente quoi? Ça représente quel pourcentage des produits qui sont vendus par Carrefour, ceux qui sont disponibles à la consigne? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Actuellement, il n'y en a pas. Je veux dire, on est au tout début de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire, l'histoire s'est interrompue fin des années 70, début des années 80, et là, potentiellement, elle reprend. Donc, le service est opérationnel à nouveau depuis le mois de mi-juillet, d'accord. Donc, on est en train de remettre en place la mécanique. On a plus de 30 produits qui sont maintenant proposés aux clients. Vous allez sur C'est des produits Carrefour uniquement, de la marque Carrefour Non, c'est plutôt principalement des grandes marques. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a du Coca-Cola, il y a du Nutella, il y a du Milka, il y a des yaourts Danone aussi, en produits frais, du Tropicana. On a aussi des biscuits de Provence, aussi une PME, qui propose dans des boîtes en inox. Et tous ces produits sont consignés. Donc, cette offre est disponible sur carrefour.fr. Vous tapez loupe et vous trouvez ces produits-là pour rentrer dans le principe de la consigne. Mais on est au tout début de l'histoire. 30 produits par rapport à toute la gamme proposée par Carrefour, c'est tout petit, j'imagine. C'est tout petit, mais ça commence à être à une gamme assez large. On a aussi des shampoings de Procter & Gamble. Et donc, ça montre, et c'est comme ça, on va tester à la fois le type d'emballage, le type de produit, voir comment réagissent les clients. Mais en effet, on est tout au début de l'histoire. Et ce changement de comportement va nécessiter du temps et de l'énergie. Justement, vos clients, enfin les clients d'ailleurs d'une manière générale, sont demandeurs de plus en plus de ce type d'initiative, tout ce qui est consigne. Je sais qu'il y a beaucoup de collectivités locales, de régions commencent à en installer un petit peu partout. C'est quelque chose que vous observez, vous? Ah oui, c'est très fort. Et c'est très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on sent les pouvoirs publics qui poussent fort. C'était la loi anti-gaspillage, économie circulaire, votée en début d'année. Les industriels aussi le souhaitent en disant à la fois il y a une menace pour eux à terme d'avoir 2040, ce sera la fin des plastiques à usage unique, mais aussi c'est une opportunité pour se démarquer, pour avoir des emballages plus qualitatifs. Les distributeurs, moi je viens d'un distributeur, on sent qu'il y a des changements de comportement, c'est une capacité aussi à fidéliser plus les clients. Et surtout, le plus important, ce sont les clients finaux qui ont une attente forte, parce qu'ils changent de comportement, par exemple par rapport au vrac, et surtout les plus jeunes. Les 20, 25 ans, 30 ans, ils changent fondamentalement leur rapport à l'emballage. Et c'est ça qui est très intéressant, mais c'est des intentions d'achat, et entre les intentions et le changement de comportement, c'est ça qu'il va falloir accompagner étape par étape. Quels sont les freins principaux que vous rencontrez aujourd'hui dans le développement de cette logique de votre entreprise et de cette logique de consigne? Il y a deux aspects. Il y a un aspect très opérationnel. Quand on fait ce type de projet, finalement, ça nécessite d'aligner beaucoup d'acteurs dans des grands groupes. Et il faut que chacun puisse contribuer et en fasse une réussite collective. Donc ça, c'est un premier aspect un petit peu organisationnel, mais qui nécessite donc de la durée pour le mettre en place. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi embarquer les clients et les écouter. Et aussi pouvoir reprendre en disant est-ce que finalement cet emballage ou celui-là est plus intéressant? Est-ce que c'est sur ce type de produit ou sur celui-là vous êtes intéressé? Est-ce que c'est plutôt sur la marque nationale ou la marque distributeur que vous allez basculer? Et tout ça, vous savez, on est sur une page blanche et on est à l'écoute de voir la manière dont les clients vont pouvoir réagir. Alors on l'a dit, Petrel a 2 ans, dont une année de Covid. Félicitations. Non, c'est un peu ironique, mais justement, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est un accélérateur ou pas pour vous? Non, c'est vrai que c'était comme beaucoup de... Alors, la problématique, avant tout, une problématique de santé. Ça, il faut bien le reconnaître. C'est comme la priorité. Il y a comme un impact non négligeable sur l'économie. Et je vous avouerai que moi, ma première crainte, c'était au début du confinement, c'était de voir du plastique qui se remettait sur tous les légumes, les trucs machin. Le réflexe de protection plastique, quoi. Exactement. Le retour au plastique à usage unique. Voilà, donc c'était un petit peu... Et puis finalement, on sent que la tendance de fond est là. Les clients ou la société va
vers du durable, des produits réutilisables. Donc ça, c'est une certitude. Par contre, nous, nos clients, donc, ce sont des industriels, des distributeurs ou des filières aussi, avec lesquels on travaille. Et là, peut-être la problématique, c'est pouvoir le remettre en haut de la pile, ce sujet, pour qu'il y ait des décisions et pour embarquer cette transformation. Vous êtes venu avec un mug, là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Oui, vous voyez, j'aurais pu prendre ce café-là tout à l'heure. Alors, c'est déjà, bravo, ce sont les gobelets. Ah, c'est chez nous, vous l'avez fait, le gobelet. C'est chez Bismarck. D'accord. C'est le vôtre, Ouais. pas du plastique, mais qui est du carton. Ouais. Et ça, je vais utiliser quoi, 15, 20 secondes, ça va partir à la poubelle, Ouais. sans doute au recyclage. Peut-être pas. Ouais. Je pense que vous allez quand même partir au recyclage. Mhm. Et en fait, ça illustre un petit peu la raison d'être de Petrel. Parce que finalement, c'est plutôt plus qualitatif. Pour boire mon café le matin, c'est plutôt plus sympa. Il y a une sorte d'affect par rapport à ça. Ensuite, il y a des fonctionnalités. D'accord. Donc là, c'est de l'inox, c'est double paroi, donc ça garde mon café au chaud plus longtemps. On a un mousqueton. Bon, je ne vous le recommande pas forcément pour de la montagne, mais ça peut servir pour l'accrocher, pour partir avec. Ouais. Et puis ensuite, c'est zéro déchet. On va le réutiliser. Je vais le reprendre demain et après-demain, etc. Et finalement, ce qui est important de voir, c'est qu'on ne peut pas avoir une démarche uniquement zéro déchet. Si le facteur, le levier est uniquement autour du zéro déchet, on risque de passer à côté de l'appropriation. On est Et sur les usages, c'est ça? Exactement. On change, on apporte des usages différents, on apporte du qualitatif, peut-être un nouveau goût. Et c'est à travers l'ensemble, en travaillant l'ensemble de ces paramètres, que finalement on arrive à embarquer le changement. Mais c'est long, non? C'est long de faire changer les mentalités, puisque c'est ça dont il s'agit, non? Vous savez, j'ai des années devant moi. Parce que vous étiez, vous bossiez pour Carrefour, qui est aujourd'hui votre client, c'est ça? Donc, expliquer l'histoire est intéressante, c'est vrai. Ouais. Non, en effet, j'ai fait 14 ans chez Carrefour, dans le groupe Carrefour, donc je connais bien la grande distribution, dont 7 ans patron d'Ushop, la filiale de courses en ligne, de livraison à domicile. C'est vrai que pendant cette époque, j'ai livré à peu près 200 millions de produits à usage unique. C'est dans 10 millions de sacs, c'était colossal. Et on entend assez peu ces remarques. Et bien moi, j'ai aussi changé. Et là, finalement, donc j'ai lancé et créé Petrel en me disant, allez, j'ai fait 14 ans, j'ai 14 ans devant moi pour essayer... Pour rattraper. Me racheter. Pour me racheter. Non, et puis transformer, mais le transformer de manière positive. Mais oui, il ne faut pas être dans la c'est pas en culpabilité. opposition. La société fonctionnait comme ça. C'est déjà bien qu'on soit nombreux à prendre conscience de ce qu'il faut faire. Exactement. Donc c'est vraiment une démarche positive de transformation, d'accompagnement, et en disant que ça prendra évidemment du temps, mais je pense fondamentalement, je pense que c'est le sens de l'histoire. Merci beaucoup, merci Hugues Pelletier. Bon vent à Petrel, on peut dire ça, puisque vous faites référence à la mer et aux oiseaux. À très bientôt sur Bismarck. Tout de suite, on parle de la qualité de l'air. Allez, respirez un bon coup. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment améliorer la qualité de l'air intérieur? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, notre invité Étienne de Vancey. Bonjour, vous êtes président de Rinsan Air, un bureau d'études spécialisé dans la qualité de l'air, et également président de FIMEA, qui est une fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Merci d'être avec nous. Oui, d'autant plus que c'est un débat, mais en solo. En période Covid, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'invités. Voilà, c'est la vie qui se désiste au dernier moment. Mais merci beaucoup d'être là. Alors, merci de m'avoir invité. À la différence de la pollution de l'air extérieur, c'est vrai qu'il est un peu plus médiatisé, celle de l'air intérieur reste relativement méconnue, en tout cas jusqu'au début des années 2000. Pourtant, on a un petit chiffre qui date de cette année, de l'ANSES, qui dit que nous passons en moyenne en climat tempéré 85% de notre temps dans des environnements clos, c'est pas mal. Est-ce que la pollution intérieure est plus élevée, c'est ma première question, dans les lieux publics que dans les transports publics? Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre tout ce qui est domicile, habitat, lieu de travail et lieu de regroupement public, que ce soit les transports, les salles de concert, les cinémas, etc. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. On ne peut pas dire que c'est plus ou moins. Ouais. Parce que est-ce que c'est pareil ou pas pareil? En fait, c'est des typologies de pollution qui ne sont pas forcément les mêmes. D'accord. Donc, c'est très compliqué de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ce n'est pas les mêmes référentiels. Dans les habitations, on va avoir une activité qui est liée à la vie sociale. Donc,
On fait à manger, on fait le ménage, etc. On met des bougies, alors ça, c'est pas terrible, etc. etc. Dans les transports, c'est plutôt lié... Bon, il y a un environnement global, et puis il y a aussi l'environnement lié aux personnes qui rentrent dans les transports. Donc, en fait, on a un mouvement de personnes qui génèrent des pollutions qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va voir dans les habitations. On a des produits ménagers, par exemple, qui dégagent des CO2. Donc, c'est très compliqué de dire est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins. Et c'est pareil, si on compare la pollution extérieure et la pollution intérieure. C'est très compliqué de dire si c'est plus ou moins. Rentrons, du coup, zoomons sur cette pollution intérieure. Justement, elle dépend de quoi? Des produits ménagers, vous venez de le dire par exemple. Elle dépend, j'imagine, du CO2 que les humains rejettent par la bouche, par exemple. C'est ça, ça dépend de ces détails-là? Il y a plusieurs facteurs? Oui, c'est multifactoriel. Alors, merci pour le CO2, parce que justement, c'est un peu le... Mais ça, on en parlera après pour finir. Mais globalement, quand on parle de qualité de l'air intérieur, encore 80-90% des personnes disent CO2. Le CO2, ce n'est pas un polluant sanitaire en tant que tel. C'est un polluant climatique. D'accord? Et ces deux choses sont excessivement liées, mais en même temps, elles sont complètement différentes, voire agir sur l'un va dégrader l'autre. D'accord? Donc, il y a ces problématiques de synergie et d'antagonisme des pollutions à impact sanitaire et des pollutions à impact climatique. Donc, on a vraiment ces deux choses. Alors, les pollutions, la qualité de l'air intérieur dépend d'énormément de facteurs. D'abord, c'est les facteurs initiaux qui sont comment on a construit les bâtiments. D'accord? Donc, c'est dispositions constructives. Sur les bâtiments anciens, bon, aujourd'hui, on peut difficilement revenir dessus, même si aujourd'hui, on voit apparaître quand même des innovations très intéressantes en termes d'isolation thermique des bâtiments qui intègrent en fait des ventilations entre la couche d'isolation nouvelle et l'ancien bâtiment. Ce qui permet en fait de rajouter finalement un amené d'air qui peut être maîtrisé et donc apporter des solutions en termes de maîtrise de la qualité de l'air intérieur. Donc il y a ces dispositions constructives. Ensuite, il y a et dedans, il y a le choix des matériaux, qui est essentiel. Il y a le choix de l'emplacement où on va mettre les bâtiments. Si vous mettez, je ne sais pas, une crèche dans un triangle entre la 86, la 6 et puis la N, je ne sais pas quoi, forcément, ça va être moins bon que si on le met au milieu du bois de Boulogne, à peu près, quoi. Donc, vous voyez bien que le choix de l'emplacement est essentiel. Le choix des matériaux, la mise en œuvre des matériaux. C'est-à-dire que dans les dispositions constructives, c'est bien de choisir les bons matériaux, mais si derrière, ces matériaux, on les stocke sans les protéger, etc., ben dans les tuyaux, on va voir le développement de moisissures, de trucs comme ça. Paf, on met ça dans les habitations en construction, et donc on va générer forcément une mauvaise qualité de l'air intérieur, puisque déjà le tuyau, il est sale. D'accord ? Et puis, il y a aussi, par exemple, dans toutes les problématiques de mise en place des différentes couches. C'est-à-dire que si on n'attend pas suffisamment qu'il y ait un cessage suffisamment complet des couches de premier plâtre, eh bien, on va avoir de l'humidité. Derrière, cette humidité va rester parce qu'elle est emprisonnée. Donc, on va avoir le développement de moisissures. Et donc là, à nouveau, vous voyez bien que... Après, il y a une troisième couche, troisième œuvre, qui est tout ce qui est les produits que l'on va utiliser pour peindre, etc., machin, etc. Donc ça, c'est essentiellement des émetteurs de composés organiques volatiles. Et puis ensuite, il y a l'ameublement. C'est-à-dire que derrière, il faut apporter des meubles. Alors si par exemple, vous prenez des meubles en contreplaqué, vous savez, en aggloméré, là. Mais on n'imagine pas tout ça, quoi. Que tout ça, potentiellement, peut polluer notre air. C'est une source monstrueuse de formaldéhyde. Les agglomérés de bois, que vous voyez, c'est vraiment... C'est dans ces conditions où on a les taux de formaldéhyde les plus... Alors, je vous interromps parce que j'imagine que vous pourriez encore continuer. Juste une dernière, allez-y. Une dernière qui est essentielle et dont on ne parle pas beaucoup, c'est des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des niveaux de pollution qui vont être relativement stables sans personnes. À partir du moment où on amène les personnes, on amène de la pollution. Alors d'abord parce qu'il y a des soulèvements, et puis après parce que on se parfume, etc. Blablabla. Donc derrière, puis on a notre propre émission qui nous suit. Voilà. Donc j'arrêterai là. Non, mais c'est passionnant. J'imagine, c'est pour ça que j'ai voulu vous interrompre, parce que je voudrais quand même qu'on parle du contexte, de ce contexte d'épidémie, et ça nous ramène à la question de la qualité de l'air, puisque quand on parle d'un virus qui se balade, etc., je rappelle que vous êtes président de la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Est-ce que ça veut dire qu'on vous consulte beaucoup plus pour améliorer la qualité de l'air, trouver des solutions pour purifier l'air aussi contre les virus?
Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les solutions, je dirais, curatives, Ouais. d'accord, ou préventives aussi. Bien sûr, alors si on parle de ce fameux virus, la star du jour, le Covid, quoi qu'il n'y ait pas le virus, qui est la maladie en l'occurrence, la contamination se fait par voie aérienne. Ouais. Donc, vous êtes pile poil dans le sujet. Alors, le sujet, c'est comment on permet d'éviter finalement cette contamination. Donc, d'abord, on peut la stopper, mais on ne stoppe pas tout. On stoppe les grosses gouttelettes. Après, elle est très fine, elle participe. Il y en a même qui font des corrélations entre le taux de PM2,5 à l'extérieur et la contamination Covid, l'apparition du Covid. Et donc, il y a des solutions qui peuvent être alternatives. Alors, ça tombe bien parce que ce matin, il y a l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, oui, c'est ça, qui a publié justement une note sur l'utilisation des purificateurs d'air comme solution alternative à la maîtrise de la qualité de l'air, et en particulier à la maîtrise du taux de particules dans l'air. Parce que le virus, c'est une particule très fine, qui fait quelques dixièmes de nanomètres, non, pardon, quelques dixièmes de micromètres, donc quelques centaines de nanomètres, et qui peut être arrêté par des filtres. Et donc, si on arrête les particules, si on diminue le taux de particules sur toute une gamme qui va du nanomètre jusqu'à la particule plus grosse, on va forcément diminuer la charge en virale. Ça veut dire que si on achète un purificateur d'air pour son domicile, ça aura un impact. Mais il faut quand même bien aérer régulièrement, j'ai vu ça dans la journée. Quand même. Le premier acte, c'est quand même d'aérer. Ouais. D'accord, la chose la plus simple à faire, Ventiler son c'est appartement ou sa maison. Ou son entreprise. Parce que j'imagine que c'est pareil partout. Donc, aérer, c'est la première chose. D'accord, on ouvre les fenêtres. Alors en été, il n'y a pas de souci, on aère. En hiver, si on ouvre les fenêtres, là, on arrive à un problème de conscience. C'est est-ce que je perds de l'énergie en ouvrant mes fenêtres ou est-ce que je garde mes fenêtres fermées, j'augmente la pollution, mais je diminue ma consommation d'énergie. Ah, là, on arrive à ce fameux dilemme. Période d'épidémie, je pense qu'il faut aérer et ouvrir les fenêtres. Hein. N'hésitons Donc pas. l'épurateur, le purificateur d'air, donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs fabricants dans ma fédération, la FUMEA, il y a plusieurs fabricants, et c'est vrai que c'est des solutions qui commencent à émerger, qui commencent à être reconnues, qui ont été qualifiées en Allemagne, qui ne sont pas encore clairement qualifiées en France, mais cette note de l'INRS est très importante parce que ça permet déjà de poser une problématique et de dire bon, les purificateurs d'air, c'est une solution alternative qui peut fonctionner. Attention, c'est une affaire de pro, c'est-à-dire que tous les purificateurs d'air. Alors, ce que j'aime bien, c'est parler des. 10 secondes, pour conclure là-dessus. Ah. Eh oui. Déjà Oui. Déjà, ça passe vite. Ça va trop vite. Oui. Donc, 10 secondes. Il y a un sujet qui est aujourd'hui dans le bâtiment. La réglementation porte sur l'énergie. On a vu qu'il y a un dilemme entre énergie et santé et qualité de l'air. Et donc, il est absolument essentiel aujourd'hui de faire monter en puissance cette réglementation pour intégrer le volet santé au volet énergie et arriver à une efficacité à la fois énergétique et sanitaire pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Bravo et merci beaucoup d'être intervenu dans ce débat en solo. Allez, tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas. Bonjour Joseph Chouefati, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le PDG de Goodvest, son cofondateur avec Antoine Beneteau. Goodvest, c'est une application d'épargne responsable. Expliquez-nous quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créée. Alors quand on a commencé à travailler sur Goodvest pendant le confinement, donc pendant le Covid, et pourquoi on est parti d'un constat assez simple. Il faut investir 2400 milliards de dollars chaque année dans la transition énergétique selon l'ONU. L'investissement responsable, ça a plus d'impact que prendre moins l'avion ou bien manger moins de viande. Et pourtant, il y a uniquement 5% des Français qui ont dans leur épargne des produits d'investissement responsables. Pourquoi ? Ils n'y connaissent rien, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, effectivement. Les banquiers mettent peu en avant encore ces produits. Et du coup, l'objectif de Goodvest, c'est exactement ça, c'est démocratiser l'investissement responsable pour construire un avenir meilleur à la fois pour les épargnants et pour le monde. Des épargnants privés, ça peut être des entreprises également ? Alors, pour l'instant, on fait uniquement pour les particuliers, dès 500 €, donc ça s'adresse à tout le monde. Et plus tard, peut-être qu'on étendra aux entreprises. Investir dans un avenir meilleur, c'est l'un des slogans de Goodvest. Ça veut dire quoi concrètement ?
quels sont les secteurs que vous privilégiez? Alors en fait, on propose plusieurs thèmes à l'épargnant, on propose 6 thèmes. Donc l'épargnant peut choisir s'il veut investir dans l'environnement ou bien dans l'égalité des genres, dans la santé, dans les pays émergents. Et du coup, on va investir dans des entreprises et des projets qui correspondent à ces thèmes-là. Et on est transparent sur la composition des entreprises, sur leur empreinte carbone, également sur d'autres indicateurs comme la parité. Et on met à disposition de l'épargnant un flux d'actualités qui lui permet de prendre conscience des actualités environnementales et sociales des entreprises. Que vous trouvez où, du coup, ces actualités? Alors, on est en partenariat avec plusieurs sociétés de gestion qui sont pionnières dans tout ce qui est ISR, donc investissement socialement responsable, et on a des partenaires qui sont spécialisés là-dedans. Donc c'est ça la différence, c'est qu'on ne tient plus uniquement compte des aspects financiers, Exactement. mais bien également extra-financiers. C'est ça? Exactement. On prend toujours en compte votre profil d'investisseur, donc votre besoin. On vous fait un portefeuille vraiment sur mesure, mais on prend également en compte les critères extra-financiers, environnementaux et sociaux. Et un autre point important, c'est la performance. Elle reste très bonne. Elle est même supérieure aux produits d'investissement non responsables parce que c'est des placements qui sont orientés vers l'avenir, simplement. Quand vous choisissez ces entreprises, comment vous pouvez évaluer, vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais qu'on rentre dans le détail, leur engagement réel. Vous voyez, comment vous faites en sorte de ne pas tomber sur une entreprise qui fait du greenwashing ou du social washing? Bien sûr, alors donc, effectivement, donc pour ce qui est de l'environnement, on s'intéresse principalement à l'empreinte carbone de l'entreprise. Et donc pour chaque thème, on a des critères différents. Donc je vais prendre le thème égalité des genres. On s'appuie sur l'organisation indépendante Equilip qui va analyser sur une dizaine de critères l'engagement pour l'égalité homme-femme et la parité au sein des entreprises. Vous vous appuyez également sur des labels, j'imagine? On s'appuie sur des labels. Nos fonds sont labellisés ISR ou bien Greenfin, qui sont des labels reconnus par le gouvernement. Et votre... Thomas. Non, je te la laisse celle-là. Non, je voulais avoir votre point de vue sur la finance qui s'engage de plus en plus, les lois qui viennent d'être annoncées, la volonté du gouvernement de j'allais dire greenifier, mais c'est vraiment très moche, hein, on va dire verdir. Si c'était pour Oula, poser une donc, question avec greenifier dedans, alors, franchement, non. j'aurais dû y aller. À verdir la finance, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez une réelle avancée? C'est une très bonne chose, on doit aller plus vite et donc l'objectif de Goodvest c'est vraiment démocratiser ça. On propose que de l'investissement responsable. Là, les lois vont pas encore assez loin. Elles obligent d'inclure au moins un fonds qui est ISR au sein de l'enveloppe. Nous, on propose que des fonds qui sont ISR ou bien Greenfin. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, si vous en avez d'ailleurs? Parce qu'une offre comme celle-là, est-ce que ça existait? Qu'est-ce qui vous différencie? Alors aujourd'hui, les concurrents, ils sont plutôt focus sur tout ce qui est épargne en ligne comme nous, et donc réduire les frais. On n'a pas de concurrents qui proposent uniquement de l'épargne responsable qui reste liquide, parce qu'on ne fait pas uniquement de l'investissement dans des startups, on fait de l'investissement dans des projets et des entreprises. Donc ça veut dire que c'est vraiment de l'assurance vie en fait. Oui, parce qu'on a reçu une start-up qui faisait ça aussi. Oui, vous êtes pas tout seul sur le marché. Démocratiser l'épargne responsable, ça passe par quoi? Ça passe par les tarifs déjà, peut-être? Ça passe par les tarifs, effectivement. Ça passe par de la pédagogie et de la transparence. Ce qui manque aujourd'hui vraiment sur le marché, c'est de la transparence, en fait. Mais vos tarifs, en quoi ils sont beaucoup plus faibles que les autres? Parce que c'est une application? Parce que c'est de l'épargne en ligne? Effectivement, c'est parce que c'est l'épargne en ligne. Donc on est moitié moins cher que le marché et on est très transparent sur nos frais. Et donc ça passe principalement par l'épargne en ligne, effectivement. Là, vous avez combien d'épargnants, du coup? Là, aujourd'hui, on est en phase de pré-lancement. On a plus de 500 préinscriptions et 3 millions d'euros d'intention d'épargne. Donc on vise plusieurs milliers de préinscriptions pour le lancement qui est début 2021. Donc allez vous préinscrire sur goodvest.fr et on plante un arbre pour chaque préinscription. Vous êtes tout jeune, pardon de vous demander votre âge, mais parce que c'est comme les sportifs de haut niveau, ils n'aiment pas qu'on leur demande leur âge quand ils sont très doués. C'est pas une question là. Mais vous avez quel âge? J'ai 23 ans, mais on est. Et Antoine Beneteau, il a 25 ans. 25 ans. On est accompagné par une équipe d'experts de l'environnement et puis de la finance pour. Mais c'est intéressant parce que votre génération, elle est complètement ancrée dans cette certitude, dans cet engagement, et elle veut consommer différemment. C'est une certitude. Donc vous accompagnez ce mouvement? C'est exactement ça, en fait. En fait, on a tout le monde prend conscience sur notre consommation, mais on ne prend pas conscience de l'impact de notre épargne, qui a un impact vraiment considérable. Et du coup, on veut, nous, démocratiser cette épargne responsable. Parce que l'épargne, ça influence le monde, d'après vous? L'épargne, ça influence exactement le monde, ça le construit. Eh ben voilà, merci beaucoup. Merci Joseph. Merci à vous. Chouefati. Donc on peut dire bon vent à Goodvest. Oui. Vous êtes vraiment une toute jeune entreprise et c'est pour ça aussi qu'on a créé Smart Ideas pour donner un coup de pouce et un coup de projecteur aux startups. À bientôt, on l'espère, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. On y arrive malgré le contexte à construire une émission quotidienne. Oui. Merci beaucoup, Émilie. Merci Thomas. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui est aux manettes, notamment pour la programmation et qui a évidemment beaucoup plus de boulot avec les annulations. Merci. Olivier, on se retrouve demain, 9h, midi, 20h30. Ciao.